Salut à tous, bienvenue. Si vous regardez bien votre écran, vous voyez de jolis champs derrière moi. Eh bien oui, ce sont ceux du Gush Etzion et ça tombe bien parce que nous allons parler aujourd'hui du Gush. Le Gush, comment ça marche, quelles sont ses composantes, ses habitants, est-ce qu'il y fait bon vivre ou pas? Pour en parler, deux pros du Gush Etzion, évidemment, ils y habitent. Je vous présente Yoram Bitan à ma droite. Bonjour Yoram. Bonjour. Alors vous êtes kibbutznik depuis, vous avez été kibbutznik spécialiste dans l'agriculture, vous avez eu des vaches laitières, plus de 350, vous avez fait énormément de choses, vous en avez toujours, voilà. Ça fait plus de 30 ans. 35 ans. 35 ans, ok. Vous travaillez bien évidemment pour le conseil régional du Gush Etzion aussi, ou pas? Par la suite. Par la suite, ouais. Après. Bon, on va tout expliquer, mais en tout cas, vous êtes un pro de cette région. Et puis, Sarah Bronstein, bonjour Sarah. Bonjour. Qui habite aussi aujourd'hui dans le Gush Etzion. Oui. Et donc, vous aussi, vous travaillez à développer cette région, à faire connaître au plus grand nombre ces sites nombreux. Voilà. Et donc, on a décidé de vous réunir pour parler un peu de cet endroit, de cette région. D'abord, où ça se trouve, le Gush Etzion. On va commencer par le commencement, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent de France et qui ne connaissent pas du tout cette région. Puis ça fait trembler le Gush Etzion, parce que c'est dans les territoires, on a tous très peur. Vous savez, on dit que la cuisine aussi, c'est le territoire de certains chefs, donc il ne faut pas avoir peur du mot. Le Gush Etzion, c'est à 15 minutes au sud de Jérusalem. Okay. C'est la banlieue de Jérusalem. La banlieue de Jérusalem. Alors, combien de villages s'y trouvent? Combien d'habitants? Alors, on a maintenant environ 18 villages qui existent, juifs. Et nous avons aussi les Hamoulot, donc les clans, les tribus de villages arabes qui sont aussi dans le Gush Etzion. Ok, Hamoulot, ça veut dire Chamoulot, ça veut dire tribu en arabe. Oui, famille. Chamoula, c'est un village qui a été construit par des familles originellement, par la même famille qui s'agrandit et qui devient donc un village. Okay. Et qui sont là-bas depuis de nombreuses générations. D'accord, très bien. Ok, donc vous vivez côte à côte. Nous vivons côte à côte et je dois dire que ça se passe bien, parce que s'il y avait des problèmes, on en aurait tous les jours, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pas un hasard si pendant qu'il y a des tensions à Gaza, dans le Gush, c'est calme. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas inamical. D'accord. Bon, ça nous fait plaisir de l'entendre. 17 villages, ça veut dire quoi? 18 villages même. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, les plus connus. Neve Daniel, Eleazar. D'abord, il y a on va diviser le Gush Etzion entre le Gush Etzion Est et le Gush Etzion Ouest. Donc, si on va en ligne directe de Jérusalem, comme je disais, on avait Neve Daniel, Eleazar et Alon Jvout, qui fait partie d'un des premiers, son nom le dit aussi, d'un des premiers Ishuvim quand le Gush Etzion a été remis en 67, remis en recréé par l'État juif. Nous avons 3 kibbutzim, Kfar Etzion, Rosh Tzorim, Migdal Oz. Et nous avons Netiva Avot, Karmet Sour. Il y a aussi aujourd'hui... Et on a le côté Est. Le côté Est, où c'est tout autour du Hérodion, que tout le monde connaît. On a entendu parler de Tkoa, Kfar Nogdim, Sdebar, Metzat. Donc il y a à peu près... comme l'a dit Sarah, à peu près 18, dont un qui est Ephrat, qui a pris son propre conseil général, parce que ça a grandi. Ça avait commencé avec un groupe d'Américains qui étaient venus, d'Olim Khadashim des États-Unis, qui étaient venus et qui s'étaient installés à Ephrat. Et puis ça a très très vite grandi. Et je crois qu'aujourd'hui, la quantité des habitants d'Ephrat est aussi grande que tout le reste des villages du Gush Etzion ensemble. Alors, il y a combien de gens qui vivent à Ephrat aujourd'hui? Alors, à peu près jusqu'à 20 000 personnes. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'était 20 000 personnes. Mais ce qui explique aussi qu'Ephrat est devenue indépendante. Elle vote pour son propre maire, elle a ses propres administrations, etc. Alors que tout le reste du Gush, nous avons le conseil régional, donc qui gère tous les yeshuvim, les autres yeshuvim. D'accord, donc si je compte bien, il y a à peu près 40 000 personnes dans le Gush aujourd'hui. C'est 45 000. D'accord, c'est quand même assez impressionnant. Alors, est-ce que, puisque tu nous parlais tout à l'heure, Sarah, des Chamoulot, est-ce que toutes les constructions dans le Gush sont légales? Comment ça se passe? Est-ce que les terrains ont été acquis légalement? Pas? Que je sache, la majorité des terrains, je ne peux pas dire
peut-être tous, peut-être il y a des choses que je ne sais pas. Mais Bien ce que sûr. je sais, c'est que la majorité des terrains, oui, ont été achetés. C'est prouvé aussi parce qu'on voit certains endroits où on a une parcelle de terrain où il y a de la construction juive, et puis à côté, on aura un terrain avec des vignes arabes qui rentrent dans le village et qui labourent leurs champs et qui font pousser leurs raisins. J'étais assez proche, et on avait travaillé là-dessus à l'époque du Rosh Moïsa, du Shaul Goldstein. Shaul Goldstein, où justement on avait récupéré, pour prouver, on travaillait beaucoup avec les journalistes qui venaient de France, et on a vraiment les documents et tous les terrains ont été achetés légalement. C'est des terrains qui ont été achetés légalement, ça n'a aucun doute. De toute façon, on le sait, puisque dernièrement, il y a eu 5 maisons qui ont été détruites à El-Azhar qui dépassaient de 2 mètres, 10 cm, 2 mètres 10 sur le terrain, donc qui n'était pas légal. Donc tout ce qui se maintient, et c'est beaucoup, c'est illégal. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial au Gouche? Alors, on pense bien sûr tout de suite au côté historique, le berceau, on va dire, de notre peuple. Bien sûr, c'est le berceau de notre histoire. Tout est spécial dans le Gouche. L'air y est plus pur, l'herbe plus verte, mais c'est surtout là où tout a commencé, puisque Abraham était là. Lorsqu'ils abritaient, ça on le sait d'après la Torah, d'après la Bible, nos avot et nos imaot étaient là, les patriarches et matriarches, et Abraham venait, il était dans le Gouche, et il venait de là lorsqu'il est parti en route faire le sacrifice d'Yitzhak, et qu'il a vu la fumée, la nuée sur ce qui allait devenir Arabaït. Donc il l'a vu sur un des points les plus hauts. Je rappelle que le Gouche est plus élevé en altitude que 300 mètres à peu près. De 300 mètres que Jérusalem, et ce qui explique qu'en hiver, des fois, il neige, alors qu'à Jérusalem, il ne neige pas. Donc on n'a pas besoin de masgan dans le Gouche. Donc ceux qui hésitent à venir pour des problèmes financiers, vous dépenserez moins en électricité. Parce qu'il y fait très bon. On est en hauteur, mais les hivers sont aussi plus rigoureux. Alors, on a parlé bien sûr très brièvement de l'histoire, en tout cas de notre attachement historique au Gouche, l'histoire moderne aussi. Le Gouche a son importance, c'est bien d'en redire quelques mots. Bien sûr, la bataille du Gouche Etzion est héroïque, tout le monde lui a rendu hommage. Le Gouche... avec quelques Yeshuvim, dont le plus célèbre Kfar Etzion, on n'a pas le temps de faire tout l'historique, mais le kibbutz Kfar Etzion, ils ont tenu contre les légions jordaniennes et les Arabes qui venaient de Hebron et qui voulaient se précipiter vers Jérusalem, la partie ouest, c'est-à-dire ce qui a été lors de la partition de l'État, ce qui a été Jérusalem avant 67, avant que Jérusalem ne soit réunie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces habitants ont tenu pour empêcher les Arabes de continuer leur avance, et ils sont tombés. Le Gouche est tombé et il s'est relevé. Donc David Ben Gurion, le Gouche est tombé la veille de la proclamation de l'indépendance de l'État, et Ben Gurion leur a rendu hommage en disant que sans le courage héroïque des combattants du Gouche Etzion, Jérusalem juive n'aurait pas existé, moderne. Il y a d'ailleurs un film magnifique aujourd'hui qui raconte l'histoire, que je conseille à tout le monde d'aller voir, qui résume en 1 heure toute notre histoire là-bas. C'est magnifique. Il est très bien fait. C'est très important de comprendre. On fait comment pour le voir, ce film? Et ça se trouve dans le centre de visiteurs. On peut entrer sur le site touristique Tourisme Gouche Etzion, et là vous aurez tous les sites touristiques qu'il y a dedans, dont le film. Il faut bien sûr réserver parce que c'est des horaires précis, et puis tout le monde peut y aller. C'est vraiment un film magnifique. Il faut vraiment y aller. Qui nous explique un peu qui nous explique mieux un petit peu l'histoire moderne du Gouche Etzion. Ok, alors justement l'histoire moderne du Gouche Etzion, on dit beaucoup de bien du Gouche, que l'éducation est vraiment de haut niveau, que la population est assez, on ne veut pas dire élitiste, j'aime pas ce mot, mais disons sioniste et intellectuelle, on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses particulières qui existent au Gouche Etzion. Oui, en matière de Rinour, notamment, il y a énormément, par rapport au nombre d'habitants, il y a énormément d'écoles, d'établissements scolaires, de yeshivot. De différents types, en fait. Différents types, et vraiment qui donnent service aux habitants de Jérusalem et de Beth Shemesh. Oui, bien sûr. C'est pas seulement les habitants du Gouche qui en profitent. Exactement. Et chacun vraiment peut y trouver ce qui convient à son enfant. C'est vraiment fantastique. D'abord, le cadre s'y prête, je crois. Je crois que dans le Gouche, en fait, les gens sont moins stressés, tout simplement. Ça paraît très bizarre d'être dans un territoire entre guillemets. Si c'est ça ce qu'on voit de notre fenêtre, ça permet, ça appelle à des contractions. Ça, c'est à gauche. À droite, moi, je vois les vaches.
Mais pour vous dire, par exemple, vous venez le jeudi soir sur le parking de Rami Lévis, qui est synonyme dans beaucoup d'endroits de stress maximum. Et ben il n'y a pas de klaxon, on n'a pas peur de se faire piquer la place. Il n'y a qu'une banque dans le Gouche, elle se trouve à Loungefoot. Et on peut faire la queue en papotant parce qu'on s'y rencontre et on n'a pas peur que l'autre va passer devant nous. Et les gens sont très détendus. Et c'est très paradoxal parce que si vous regardez leur ceinture, ils ont tous un flingue ou presque dans la ceinture. Mais les gens sont très calmes. Les gens sont calmes et je crois qu'il y fait bon vivre. Et les enfants le ressentent. Ils sont très, très ouverts. Les gosses sont vraiment fantastiques dans le Gouche. Je crois qu'on est tranquille pour la prochaine génération. Ils sont vraiment, je dirais, libres, entre guillemets, dans le bon sens de la liberté. Ils sont bien dans leur peau. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est sûr. Alors, on a parlé des vaches, certes, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le Gouche Etzion. On va pas tout expliquer, mais il y a beaucoup de points d'innovation. Je sais même qu'il y a un endroit où il y a des ingénieurs qui travaillent pour essayer de trouver des innovations pour Shabbat, pour utiliser... Sommet, centre... exactement, Sommet, pour utiliser... qui travaillent, qui réussissent, parce que... Bien sûr, il y a plein de trouvailles. Parce que le Shabbat, l'ascenseur de Shabbat vient de là. Voilà, il y a plein de choses qui s'y font. Les hôpitaux. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un centre animalier, le deuxième plus grand centre animalier du monde. Ah oui, ça c'est une histoire fantastique. On a le temps, on est nocturne jusqu'à minuit. Ok. Alors ça c'est l'histoire d'un jeune homme, il y a environ 20 ans, qui s'appelle toujours Yoni Yehuda, qui a été blessé. Il était soldat, il a été blessé et il n'allait plus retrouver l'usage de ses jambes. On lui a dit qu'il allait rester paralysé à vie. Et un des docteurs de l'hôpital lui dit, il y a une science toute nouvelle. On ne sait pas du tout ce que ça vaut. On est en train, elle n'est même pas à titre expérimental, quoi. C'est vraiment le début du début. Mais si tu veux, tu peux essayer. Et c'est l'équithérapie, la thérapie par les chevaux. Et il a retrouvé l'usage de ses jambes. Et il a été soigné à l'aide de chevaux. Il est monté sur des chevaux, ça lui a remusclé. Enfin, je ne suis pas docteur, je ne sais pas comment ça marche, mais il a retrouvé l'usage de ses jambes. 7 ans plus tard, il circule sur la route, il est mitraillé par des terroristes. Et il se retrouve de nouveau à l'hôpital. Et là, il n'hésite pas, dès qu'il est en position de sortir, il dit, moi j'ai déjà 2 chevaux. Il avait acheté entre-temps des chevaux. Il dit, moi je veux me soigner à la maison avec mes chevaux. Et depuis, seul, comme les histoires en Israël nous le prouvent, il est parti. Maintenant, il a 3 PhD. Il a un PhD en psychologie. Comment on dit PhD? Agrégation. Un doctorat. Oui. Et donc, il a maintenant 800 espèces animales dans son centre animalier. Les gens viennent du monde entier. Vraiment du monde entier. Moi, j'ai rencontré des Américains qui viennent faire des études, etc. Et chaque animal correspond à une thérapie. 2 exemples. Par exemple, le lama, on parlait de lama, aide les enfants qui ont l'habitude de saliver, des enfants qui n'arrivent pas, les oiseaux en cage aident les introvertis, ceux qui ont des problèmes d'hyperactivité préparent la nourriture pour les iguanes parce qu'ils doivent manger en petits cubes tout petits et que si l'enfant ne coupe pas assez bien, n'a pas la patience de couper la nourriture, il peut étouffer l'iguane. Donc en général, un enfant est très motivé à faire attention aux animaux. Et puis l'histoire peut-être la plus émouvante, c'est un petit garçon qui avait été évacué de sa maison lors de l'expulsion du Gush Katif et qui n'avait plus parlé. Il est resté pendant 2 ans sans parler, sans émettre un son. Et il est venu au centre animalier de Yoni. Il a rampé avec les grosses tortues, comme ça, qui rampaient dans des espèces de grottes aménagées. Et quand il est sorti, il a dit les premiers mots. Après 2 ans, il a dit, si j'avais eu ma maison sur le dos, personne n'aurait pu me la prendre. Et ça a été le début de sa thérapie, évidemment. Il n'a pas été guéri Magnifique. Pour autant, mais il a commencé sa thérapie Magnifique. Enfin. Donc on imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le Gouche. On n'a pas fini. Alors pourquoi avoir délaissé les vaches pour le tourisme agricole Elle lui manque. Dur, moi, j'étais très jeune. Je suis arrivé en Israël avec beaucoup d'idéologie. On va aller au kibbutz, on va créer, on va monter, on va faire, Et donc, dès que j'ai fini mon armée, automatiquement, ce que j'ai cherché, c'est de vivre en communauté et de vivre, c'est ce que j'avais toujours rêvé, le kibbutz. Donc, ça fait 35 ans que je suis arrivé là-bas. Et donc, tout de suite, automatiquement, on se retrouve sur la liste où on va travailler le matin. Et puis, ça a été pendant quelques années les champs. Après, on a décidé de créer une étable. Et on a fait venir les vaches. Donc, j'ai dirigé aussi une étable avec des vaches laitières. Et puis, j'ai toujours été une personne, moi-même, en contact avec la nature, mais aussi avec les gens. Donc, automatiquement, j'ai transformé mon système de faire
profiter un petit peu les gens de ce que je vivais. Donc j'ai créé un partage d'expérience. Voilà, donc expérience, mais bon, il fallait l'adapter, le faire bien un peu sûr, touristique. Bien sûr. Donc l'échange, j'ai commencé à créer l'idée du festival des cerises dans le Gush Etzion. Il y avait aussi cette arrière-idée politique parce que je voyais que les gens avaient peur d'aller dans le Gush. Avaient peur dans le Gush, mais n'avaient pas peur de venir cueillir des cerises quelque part. Ça veut dire, waouh, ça passe toutes les barrières psychologiques possibles. Il les a appâtés par la cerise. Les vaches, c'était comment apprendre, parce que les gens venaient, ils me disaient, mais c'est incroyable, mais mes enfants étaient sûrs que du lait, ça se faisait comme du coca, quoi. Je veux dire, on les voyait à la Macolette dans une boîte, mais ils ne comprenaient pas que c'est un produit naturel qui venait. Donc derrière cette idée-là, j'ai développé le côté touristique. J'ai mis en place cette idée d'agrotourisme, ce qui s'appelait l'agrotourisme. Après, on m'a pris, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me rappelle à l'époque, c'était pas avec c'est avec des shkafim comme ça, et puis des photos qu'on prenait en shkafim. Et puis j'allais de moshav en moshav un peu partout dans le pays pour expliquer ce que j'ai fait, pour encourager les moshavnikim de faire d'autres à faire la même chose que vous. C'était tout nouveau comme concept. Et ça a marché. La Moetza, le conseil du Gush Etzion m'a demandé de travailler de développer en 98-99 le côté tourisme. Justement, pour arriver à 40 000 habitants, il faut être attractif avec le tourisme. Et c'est comme ça que j'ai quitté les champs, mais je traite toujours mes vaches. Et vous êtes toujours je suis toujours au kibbutz. Ouais, c'est ça. Alors justement, 40 000 habitants, quand les populations arrivent en masse dans une région, forcément les prix des appartements, des loyers, à l'achat, à la location montent. On en est où là dans le Gush? Ça coûte combien d'acheter un appartement, on va dire, de 4 pièces à peu près? À peu près, on comprend qu'en fonction de la taille des villages... En fonction de la taille, de l'âge aussi, si c'est des nouvelles constructions. Par exemple, il y a pas mal de nouvelles constructions, donc c'est plus moderne. Ça tourne, je crois, pour un 4 pièces dans les 1,5 million, par là, 1,2 million, 1,5 million. C'est entre 1,2 million et 1,5 million. Shekel, hein. Oui, on n'est pas encore en dollars, comme à Jérusalem. Et pour une location ? Il faut compter 33 000 et 5 000 suivant la taille. D'accord. Alors, il y a une question que je ne vous ai pas posée, parce que lorsqu'on s'éloigne un peu des grandes villes, au niveau des transports, c'est toujours un peu compliqué. On en est où au niveau des transports dans le Gush? Il y a des lignes de bus. On a de plus en plus de bus. Même la nuit. On a deux lignes qui fonctionnent toute la nuit maintenant. Incroyable. Et la fréquence aussi. Avant, il fallait attendre pas mal de temps pour les bus. Et puis, il y a eu pas mal de problèmes avec les jeunes qui montaient n'importe comment dans des voitures. Bien sûr. Et donc, ils ont mis beaucoup plus de bus. Donc, ils sont plus fréquents. Enfin, nous, on est en moto, donc on ne peut pas connaître les lignes de bus. Il y a beaucoup de bouchons dans le Gush Etzion. Ça veut dire que... Baruch Hashem. On vous souhaite que ça s'arrange, ça aussi, parce que c'est... mais quand même. Tant qu'il y a des bouchons, c'est vraiment un miracle. C'est la prophétie qui s'accomplit. Toutes les heures, peut-être, je voyais un tracteur passer en plein milieu du carrefour. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et il fallait être là quand le tracteur passait, quoi, dire, parce que... Ok, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, et qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, tu vois que le Tzomet, il est bloqué. Ça fait quoi, ça? À moi, ça me rend heureux. Oui, j'ai acheté une moto pour régler le problème, mais je veux dire, quand je vois ça, je dis... Non, c'est quand même incroyable qu'avant, qui c'est qui venait dans le Gush? Il y a 30 ans, il y a même encore 10 ans, moi, quand j'étais là, il n'y avait pas d'embouteillage comme ça. Donc, c'est quand même... moi, je trouve que c'est réjouissant, quoi. C'est super réconfortant. Eh bien, en tout cas, nous, c'était sympa de vous avoir, de parler du Gush Etzion, d'une région que certains connaissent mal et qui mérite vraiment le détour, même pour la visite et pour le plaisir. Voilà. Il y a du bon vin en plus là-bas. Du très bon vin. La seule chose dont il faut s'inquiéter pour l'avenir, c'est quand ils vont nous mettre les parcs-mètres. Alors ça sera pas bien. C'est un peu plus compliqué. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Merci à tous les deux d'être venus. À vous, Cathy. Et bon retour dans le Gush Etzion. Merci. À bientôt. Au Ciao. revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.